L'histoire commence à l'hôpital avec un garçon allongé dans son lit, les feuilles fanées et un pétale qui lui tombe sur le visage. Le garçon se réveille en sursaut et se redresse aussitôt. Haletant, il se demande où il est. À cet instant, on sait déjà qu'il s'agit d'une réincarnation. Il s'apprête à retirer le drap pour vérifier si ses jambes vont bien. Mais non, il s'est réincarné sans jambes, ce ne sont plus que des moignons. Furieux, il demande leur quand soudain quelqu'un appelle son frère. Elle pleure, émue, lui annonce qu'il est enfin réveillé et court le prendre dans ses bras. Elle lui crie qu'elle retrouvera la personne qui l'a percuté avec une voiture et inondée. Et que ses jambes seront sûrement guéries. Le protagoniste réalise qu'il est véritablement revenu un an en arrière, à l'accident de voiture, où il a tourné comme un bourdon et s'est envolé dans le ciel. C'est là que sa vie de jeune milliardaire en devenir a pris fin. Une jeune fille courut au secours de Monsieur Chen, mais il se retrouva en fauteuil roulant. Les choses commencèrent à mal tourner à partir de ce moment. Quelqu'un entra dans la pièce et appela Shen Qing. Le protagoniste, l'air désolé, appela Tian Kai. Shen Kai lui dit que son grand frère lui avait apporté de quoi manger et se rétablir. C'était la personne en qui il avait le plus confiance. Son frère, un proche, s'appelait Shao Tian Kai. Mais cet homme profita de sa faiblesse pour prendre le contrôle du groupe international qu'il avait créé. Il profita également de la mauvaise santé du protagoniste pour forcer sa sœur à l'épouser. Heureusement, cet homme était un ami de la famille, et non un parent. Il dit à la sœur du protagoniste que si elle l'épousait, l'avenir de son frère serait assuré et qu'il paierait toujours les frais d'hôpital. Désespéré, le protagoniste lui ordonna de la laisser partir. Mais le pauvre homme gisait par terre comme une limace. Shen Kai lui demanda ce qu'il comptait faire. Il embrassa sa sœur, disant qu'il ne comprenait pas pourquoi les chiens aboyaient sans cesse. La pauvre fille ne pouvait que pleurer, complètement impuissante. Ce salaud lui a tout pris. Peu de temps après, un jeu appelé Divine Pass est apparu. Leur fonctionnalité était 100% réaliste et, très vite, la monnaie indienne a pris de la valeur dans le monde réel. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Devinez quoi, les gars? Les attributs du jeu ont commencé à affecter la réalité. Cela aurait dû être l'occasion idéale pour Shen Qing de se venger. Mais il était très pauvre au début. Il n'a pas pu jouer au jeu dès sa sortie et n'avait pas les ressources pour monter de niveau assez vite. Il était constamment écrasé et tué et n'avait aucune chance de rivaliser avec ce type. Et ce salaud, Tian Kai, a utilisé l'argent volé à sa société pour acheter les meilleures ressources et attributs. Il a créé une guilde qui l'a transformé en une puissance inégalée. Mais Shen Qing savait que tout cela lui appartenait. Chez le protagoniste, Shen Kai demande si le garçon l'a appelé pour se moquer de lui. Entouré d'explosifs, il dit que c'est drôle qu'il pense qu'une telle chose va le tuer. Mais Shen Qing affirme qu'au moins, ils le découvriront ensemble. Il appuie sur le détonateur et annonce qu'il le reverra dans l'au-delà. Sur ce, la maison entière explose. Le garçon était déterminé. Ses jambes et ses bras avaient disparu. Mais Tian Kai lui demande pourquoi il a tenté une telle chose. Shen Qing est choqué de le voir se tenir là, complètement indemne, devant lui. Shen Kai affirme qu'avec les attributs de la voix divine, il est impossible qu'un seul cheveu de son corps soit touché par une telle chose. Il piétine la tête du garçon et affirme qu'avant de mourir, il apprendra quelque chose. Il aura derrière lui la mort de ses parents et l'accident qui lui a fait perdre ses jambes. Et le plus ironique, c'est qu'il va avoir un enfant avec sa sœur et que la dernière lignée de la famille portera son nom. Shen Qing hurle de désespoir, mais sous le pied de l'homme, il ne peut rien faire. Même avec un coup de pied à la tête, il s'est juré de ne jamais pardonner cela. De retour dans le présent, il ignore pourquoi il s'est réincarné. Mais il se tourne vers sa sœur et lui dit de ne pas pleurer, que tout finira par s'arranger. Il est convaincu que dans cette vie, il la protégera, elle est tout ce pourquoi leur famille a travaillé. Et bien sûr, il se vengera de ces salauds, Tieke. Le problème, c'est qu'il s'est réincarné après l'accident, il n'a donc déjà plus de jambes. Sa chance réside clairement dans le lancement de la voix divine.
Il faudra au moins un mois pour que les gens découvrent que les attributs du jeu affectent la réalité. Et c'est le moment où il doit renverser la situation. Il doit profiter de l'occasion tant que son argent n'est pas encore gelé. Sa sœur lui demande pourquoi il grimace à cause de sa douleur à la jambe. Elle se lève et dit qu'elle va appeler un médecin, mais il répond qu'il y a plus urgent que ça. Déconcertée, elle demande ce que c'est. Il lui demande de l'aide, prétextant qu'il a besoin d'une console de jeu. Pour le nouveau jeu qui va bientôt sortir, appelé Divine Pass. Elle ne comprend toujours pas pourquoi il demande ça. Soudain, Chaneke entre dans la pièce et demande depuis quand son grand frère est autant accro aux jeux vidéo. Il l'avertit qu'il est dangereux pour lui de devenir accro aux jeux vidéo, surtout parce qu'il doit gérer une entreprise. Xin comprend vite que ce salaud essaie de le provoquer. Cependant, il répond simplement que maintenant qu'il est handicapé, il ne peut rien faire d'autre que jouer. Chan Kai lui adresse un sourire narquois. Il explique ensuite que ce jeu, Divine Pass, va bientôt sortir, mais qu'il est extrêmement cher. S'il ne se trompe pas au lancement, il n'y en aura que 100 exemplaires et le prix dépassera les 300 millions. Shen King répond que l'argent de l'entreprise lui appartient et que même s'il coûte 30 milliards, il en achèterait un. Sa sœur lui dit de ne pas réagir ainsi, tandis que Tianka répond que c'est d'accord, puisqu'il le veut tellement qu'il va lui en acheter un. Visiblement, Tianka est ravi de la nouvelle. Plus le garçon perd de temps à jouer, plus il lui sera facile de reprendre l'entreprise. Il lui dit alors de ne pas s'inquiéter, puisqu'il veut s'aventurer dans ce monde, qu'il va lui en acheter un et s'assurer qu'il en profite. Il ne s'est pas inquiété pour l'entreprise, car il s'en occuperait. Soudain, il attire sa sœur à lui et lui annonce que Tom passera plus de temps avec lui désormais. Pendant ce temps, Shen King jure qu'il ne laissera pas ce sale bâtard mettre la main sur sa sœur. Ne comprenant pas, Tiankai dit que c'est d'accord. Il quitte ensuite la pièce et ferme la porte. Dehors, il regarde en arrière, rempli de colère, se demandant pourquoi cet assassin inutile n'a pas pu tuer ce bâtard. La prochaine fois, il apportera un tank pour s'assurer qu'il explose pour de bon. Dans la pièce, Shen King demande à sa sœur de transférer tout l'argent de la société en monnaie du jeu. Elle doit également vendre toutes les actions de la société et transférer cet argent à. Un peu perplexe, elle lui demande s'il est malade ou ce qui se passe. Il lui répond que non et lui conseille de ne pas s'inquiéter. Il a un plan pour changer son avenir. 3 heures plus tard, il a déjà payé 200 millions de frais d'expédition supplémentaires, et l'installation est dans sa chambre. Ce garçon est vraiment rapide. Le com est déjà créé et il dit, c'est parti. Le système apparaît, au moins dans le jeu, notre garçon a des jambes. S'il y a une chose qu'il aimait vraiment, c'était la sensation de marcher librement. Le système lui demande un nom de personnage et il entre Keo Aiwong. Une série de personnages apparaît devant lui et le système lui demande de choisir une classe. Jusque-là, tout est exactement comme dans sa vie passée. Il décide de choisir la classe qu'il connaît le mieux. Le garçon choisit la classe rangée. Madame, quel miracle qu'il ne soit pas un assassin, n'est-ce pas? Je m'attendais déjà à la liche Kleshak. Le système félicite son choix et il est temps de passer à l'étape suivante. En tant qu'utilisateur VIP, il recevra une lignée elfique dès le début du jeu. Comme la classe rôdeur est compatible avec les elfes, il bénéficie d'un bonus. En tant qu'utilisateur spécial, il reçoit également un livre de récompense. Madame, ce gamin, c'est vraiment payant. Le livre lui confère une compétence qui lui permet de détecter les points faibles. Il est tout excité car, comme dans sa vie passée, ce sont des capacités qu'il maîtrise déjà. Faisant partie des 100 premiers joueurs, il reçoit également un coffre spécial. C'est une chose à laquelle il ne s'attendait pas, car il n'était pas l'un des premiers dans sa vie passée. Le message indique que le coffre contient un talent rare, mais coûtera 50 millions de pièces d'or. Et d'après la conversion, cela fait 7 millions de dollars. C'est quoi ce bordel? Ce coffre est d'une valeur exorbitante. Mais notre garçon a déjà vendu l'entreprise et a immédiatement injecté l'argent dans son compte.
Il sait que l'argent ordinaire perdra de sa valeur à mesure que les objets du jeu gagneront en popularité. Sans compter que les talents sont difficiles à acquérir, alors en obtenir un maintenant serait fantastique. Dans sa vie passée, il a obtenu un talent qui augmentait les dégâts de saignement, ce qui lui a permis de remporter d'innombrables batailles. Dépensant l'argent de l'entreprise, il parvient à investir 500 millions de pièces d'or dans le jeu. Il clique sur « Oui » pour ouvrir l'énorme coffre, qui projette un rayon de lumière dorée dans le ciel. Ce qu'il reçoit le ravit. C'est un talent qui peut tout faire évoluer, quelque chose dont il ignorait même l'existence. Un alpha géant apparaît et annonce que le talent est équipé. Il est alors prêt à partir en chasse. Cependant, il est impressionné, car ce talent ne devrait pas être accessible avec cet argent. Il décide d'activer la capacité pour voir ce qu'elle fait. Tout objet qu'il acquiert pour les monstres sera toujours d'un rang supérieur, avec 5% de chance d'être de 2 rangs supérieurs. Il reçoit également une compétence active utilisable une fois toutes les 24 heures. Elle lui permet d'améliorer un objet de 2 niveaux ou, avec 10% de chance, de 3 niveaux. Même si ce talent n'affecte que ses objets et non ses attributs, il sait qu'il le rendra très fort dans le jeu. Il lève les bras lorsqu'un gantelet apparaît et affirme que cela changera son avenir. En se dirigeant vers la ville, il sait que c'est parfait. Tandis que tous les autres utilisent des objets en bronze, lui aura déjà de l'équipement en argent. Dépenser tout l'argent de la compagnie vaudrait vraiment le coup. Il a hâte de se lancer dans le jeu et de commencer à tuer des monstres pour obtenir des objets améliorés. Cependant, il doit faire attention à la compétence 24 heures. Il doit d'abord trouver un objet susceptible d'évoluer. Une fois tous les préparatifs terminés, il clique sur le système et l'entrée du jeu apparaît. Il annonce avec enthousiasme qu'il est temps de changer son destin. La scène se déplace vers le village de départ, et il est perplexe devant le nombre de riches dans ce jeu. Il pensait être l'un des premiers, mais une foule de chasseurs de poulets s'est déjà rassemblée pour gagner des niveaux. D'autres, voyant les poulets fuir, se joignent aussitôt à eux. On dirait qu'il y a une compétition au village de départ, mais pour notre garçon, c'est idiot de se battre pour quelque chose qui ne vaut rien. Il doit se concentrer sur un objectif qui en vaut la peine. Par exemple, tuer le boss de la zone de départ et obtenir la récompense de la première victime. Le système lui recommande d'être prudent en entrant dans une zone sauvage, mais il efface le système, affirmant que le seul moyen de gagner des niveaux rapidement est de tuer des créatures dangereuses. Avant toute chose, il doit s'équiper. Mais lorsqu'il ouvre son inventaire, il est déçu. Le garçon a un arc de départ et une armure en tissu, et ça ne vaut vraiment pas la peine de les améliorer. Le problème, c'est qu'il doit prendre l'avantage sur les autres au plus vite. C'est alors qu'il se souvient que cette capacité peut aussi faire évoluer ses talents. Il lève les mains et l'utilise sur lui-même. Il passe son évolution sur sa lignée elfique, et Alph apparaît avec la couronne de foudre et prend soudain une couleur dorée. L'évolution est réussie, le faisant passer à la lignée royale elfique. Cela augmente sa vitesse et sa précision, mais le principal bonus est un coup critique toutes les 3 frappes. Rien qu'en voyant sa barre de PV augmenter, il comprend que cela en valait la peine. Avec ses attributs, il ne serait pas difficile de commencer la partie en solo. Puis, un hurlement retentit non loin de là. Regardant autour de lui, il aperçoit un loup des forêts de niveau 2. D'autres aventuriers, cependant, chassent déjà et crient qu'il ne s'échappera pas. Tous sont impatients de monter de niveau rapidement. Shen King se cache derrière un arbre et observe. Ces joueurs sont malins. Ils savent déjà que former des groupes et chasser des créatures plus puissantes est le moyen le plus rapide. Le seul problème, c'est qu'ils ne comprennent pas le réalisme du jeu. C'est alors que le mage semble remarquer quelque chose derrière eux et interpelle le groupe. Les loups chassent toujours en meute, et ils étaient encerclés. Les monstres bondissent sur le groupe et, dès qu'ils sont attaqués, ils paniquent. La douleur d'une morsure est bien plus réaliste qu'ils ne l'imaginaient. Le groupe réalise que ce n'était pas une bonne idée de s'enfoncer si profondément dans la forêt. L'un d'eux, la tête dévorée, dit qu'il les verra à la réapparition. Sur ce, tout le monde est tué.
Shen King saisit l'occasion idéale. Pendant qu'ils étaient pourchassés, il chasserait par derrière. Il décoche une flèche précise qui transperce la tête du loup. Il tue ainsi pour la première fois. Il passe du niveau 1 au niveau 2, gagnant de l'expérience pour sa lignée elfique. Il gagne également 5 points d'attribut et de la viande de loup. Pour quelqu'un jouant seul, les objets qui restaurent la santé sont parfaits. Mais bien sûr, les loups remarquent sa présence et se tournent vers lui. Shen King lève les yeux et voit que 3 d'entre eux arrivent. Maintenant qu'il a testé ses dégâts, il se sent confiant. Il se retourne et se met à courir, activant sa compétence elfique passive, qui accélère les mouvements du chat de 100%. Il s'enfuit. Il court jusqu'au bord d'une montagne, saute d'un rebord à l'autre et laisse les loups isolés. La combinaison de la lignée elfique et de la classe de rôdeur est parfaite. Il se retourne et dit qu'ils n'ont aucune chance. Puis, il est surpris. Mais les loups n'essaient même pas. Il reste immobile, le fixant. C'est alors qu'il remarque l'alerte système indiquant qu'il est entré dans la zone des bisons. En gardant les créatures à proximité, il réalise que les loups ne le suivent pas, car il s'agit d'une zone à haut niveau. Terrifiés, les loups commencent à battre en retraite. En vérifiant le système et en remarquant que les bisons sont de niveau 5, quelqu'un le qualifie de beau gosse. En se retournant, il voit un groupe lui demandant s'il veut les rejoindre. Bon sang, ces types ont l'air suspects. Même s'il y a une voix pour toi dans le groupe, il ne lui fait pas confiance une seconde. Surtout qu'elle le qualifie encore de beau gosse. Quand on ne t'a pas qualifié de beau gosse, tu sais déjà qu'ils ont de mauvaises intentions. Elle dit qu'ils cherchent quelqu'un pour rejoindre leur groupe afin de chasser le bison et de monter de niveau plus vite que les autres. Le mage du McDonald's fait remarquer, cependant, que le garçon est niveau 2 et ne ferait que les ralentir. Alors que Shen King ne comprend pas pourquoi il est rejeté, il ne lui laisse même pas le temps de répondre. Il se retourne et leur souhaite bonne chance, prétextant qu'il va ailleurs. La fille bleue demande s'il a perdu la tête à vouloir chasser seul. Notre garçon répond simplement qu'il est un loup solitaire et préfère être plus efficace, mais ils insistent en le prévenant que la zone suivante est encore plus dangereuse, et que même à 4, ce serait risqué. Le Pluron demande s'il est au courant de la peine de mort. Shen King répond qu'il est un nouveau venu qui n'est jamais mort, donc il n'a aucune idée de cette soi-disant pénalité. Le gars explique que l'on perd d'abord la moitié de son or et que son équipement est endommagé. Sans compter que la douleur de la mort est incroyablement réaliste, mais le pire, c'est de perdre la moitié de l'expérience acquise. Shen King ne semble pas très impressionné par cette information, mais les remercie quand même. Il leur fait signe au revoir, disant que c'était agréable d'apprendre auprès de tels professionnels. La fille suggère qu'il devrait peut-être aider le gars, car il est dangereux pour lui d'être seul, mais le mage de McDonald lui dit de ne pas s'en soucier. Si cet idiot veut mourir, il n'y a aucune raison de l'en empêcher. Parfois passe et il se dirige vers une grotte où il trouve un squelette au sol. C'était apparemment l'endroit qu'il cherchait. La zone avec le boss le plus puissant de la zone de départ. Soudain, une paroi de la grotte tremble et une créature ouvre les yeux, visiblement énorme. Notre garçon se retrouve face au serpent roi géant de niveau 10. Il active la capacité de détection des faiblesses. Un marqueur de points faibles apparaît sur le serpent géant, qui a 800 PV, tandis que notre garçon en a 1310. Au niveau 2, il ne devrait normalement avoir qu'environ 200 PV. Cependant, il gagne 1000 PV supplémentaires grâce à sa compétence d'elfe royal. Grâce à cela, il n'a pas peur d'affronter le boss. Arc en main, le monstre le fixe du regard et se précipite pour le mordre. Aussi rapide soit-il, il l'est tout autant. Il esquive sur le côté et bande son arc. La première flèche atteint sa cible, mais n'inflige que 29 dégâts, bien moins que prévu. Au final, un boss reste un boss. Il esquive à nouveau, reconnaissant d'avoir au moins assez de vitesse pour éviter les dégâts. Bien que puissant, il est suffisamment lent pour lui asséner des dégâts. Cependant, alors qu'il vise à nouveau son coup, le monstre le bloque avec sa queue.
Le monstre protège désormais le seul point faible où il peut infliger des dégâts. Il décide de miser sur sa vitesse et tire une volée de flèches, mais le monstre continue de se défendre et n'inflige aucun dégât. Finalement, il trouve une autre ouverture et tire un coup qui inflige 58 dégâts. Cela va prendre plus de temps que prévu, mais il est nettement plus rapide que le monstre. Soudain, il remarque quelque chose d'étrange. Le boss commence à inspirer profondément, emplissant la grotte de fumée. Le poison commence à lui drainer 10 PV par seconde. En faisant ses calculs, il réalise qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Pire encore, le serpent grimpe au sommet de la grotte, ce qui rend les tirs plus difficiles. Mais pour Shen King, ce n'est pas suffisant. Il dégaine une autre flèche, prétextant qu'on le sous-estime. Cette fois, son tir inflige 116 points de dégâts directement dans le cou. Ce gamin a vraiment le don. Enfin, du moins dans ce cas, non. Le monstre tombe au sol, subissant des dégâts supplémentaires, car un coup sur 3 est un coup critique. Il provoque le boss, lui demandant combien de coups il peut encore encaisser. Le serpent commence à transpirer, réalisant que ce combat ne sera pas si facile. Peu après, le monstre n'a plus que 597 PV, et Shen King est confiant. Même en perdant 10 PV par seconde, il gagnera. Ses PV continuent de baisser, atteignant octobre 2010. Le problème, c'est que le serpent rend les choses encore plus difficiles. Immobile, il est contraint d'esquiver plusieurs attaques de queue. Une fois que le monstre a compris que ces attaques étaient inévitables, il a commencé à frapper plus agressivement pour l'empêcher d'attaquer. Il esquive une autre attaque, pensant que, malgré son intelligence, le serpent sous-estime encore sa vitesse. Une autre flèche lui atteint le cou, infligeant 200 points de dégâts critiques. Étrangement, il remarque que les dégâts sont encore plus importants au niveau du ventre. Bien que le cou soit le point faible pour une mise à mort instantanée, le ventre semble encaisser davantage. Il prépare un autre tir, prédisant que si c'est le cas, le serpent mourra encore plus vite. Mais il remarque alors quelque chose d'étrange. Le monstre semble lui sourire. Le serpent heurte le sol et une fissure se précipite vers lui. Le terrain devient instable et il perd la trace du boss. Soudain, il tombe à genoux. Cette fois, le poison lui absorbe 20 PV par seconde, ne lui laissant que 600 points de vie. Ce boss est clairement conçu pour être combattu en groupe. Vu les dégâts du poison et la difficulté de l'escalade, il ne survivra pas à ce rythme. Il sort de la viande de loup de son inventaire, prétextant qu'il devra dépenser plus que prévu. La viande restaure 20 PV par seconde pendant 20 secondes. Bien que ce ne soit pas suffisant, cela lui permettra de gagner du temps pour atteindre le sommet. Les 20 secondes suivantes décideront de sa victoire. Il commence un parcours où il grimpe, sautant de rebord en rebord, progressant progressivement. Finalement, il atteint une position au-dessus du boss. Il dégaine une flèche et la tire. Le serpent semble furieux, comme s'il ne s'attendait pas à ce qu'il s'en sorte vivant. La flèche atteint le boss en plein œil, le faisant se débattre et s'effondrer au sol. Shen King remarque que le serpent tente à nouveau de s'échapper, mais il profite de son dos exposé pour tirer une autre fois sur le point faible de sa nuque. Le monstre se retourne, terrifié, et voit notre garçon préparer une autre flèche elfique. Le pauvre boss, tremblant de peur, tente de battre en retraite, mais Shen King enchaîne les tirs, la dernière flèche le transperçant, infligeant 200 points de dégâts et jaillissant de sa bouche. Le monstre tombe alors à 0 PV. La légende est vaincue et le poison se dissipe. Le système annonce que son exploit sera diffusé à l'ensemble du serveur et lui demande s'il souhaite cacher son nom. Shen King envisage cette option, mais décide qu'il se cache depuis bien trop longtemps. Il demande alors au système de faire une annonce. Sur ce, le joueur, Keo Iwang, est félicité pour avoir été le premier à vaincre le boss de la zone de départ. Les habitants du village des débutants sont perplexes, se demandant comment il a fait alors que le jeu venait juste de se lancer. Pendant ce temps, les autres groupes s'en veulent d'être si lents. Les joueurs expérimentés dans d'autres jeux ne comprennent pas comment c'est possible.
De retour avec le groupe aux cheveux bleus, ils sont tous épuisés. Ils parviennent à tuer un buffle et sont convaincus qu'il s'agissait d'un super boss. Le gros bonhomme dit qu'il a hâte de voir la récompense de sa première victime. Pendant ce temps, les deux autres rougissent, impatients de devenir forts pour impressionner les dames. Ils baveront, espérant un compliment de la belle-sœur. Mais soudain, le système apparaît. Il annonce que Keo Iwang a gagné 1000 points de réputation dans un coffre en argent. Ils n'arrivent pas à croire qu'il existe quelqu'un de plus fort qu'eux. Parce qu'il a vaincu un boss plusieurs niveaux au-dessus de lui, notre garçon gagne de l'expérience supplémentaire et passe directement du niveau 2 au niveau 7. Il gagne 30 points d'attribut et les consacre immédiatement à l'agilité. L'absence de jambes lui a vraiment donné le rêve d'être rapide. Eh bien, pour une classe comme celle-ci, son agilité augmente également les dégâts. C'est donc logique. Ses attributs étant distribués, il est temps de voir ce que le boss a lâché. Un événement inattendu se produit. Les 10 pièces d'argent que le boss était censé lâcher se transforment en 10 pièces d'or. Pendant ce temps, d'autres joueurs tuent un buffle et obtiennent une pièce de cuivre. Un des objets brille dans son inventaire et il remarque qu'il a une lueur dorée. Peut-être la deuxième évolution s'est-elle déclenchée, mais non, il s'agit en fait d'une pièce de cristal, une monnaie rare depuis longtemps disparue, mais utilisable pour acheter des objets mystérieux auprès de certains PNJ. Shine King en avait entendu parler dans sa vie passée, mais n'en avait jamais vu. Le système récupère le reste des objets et il fouille son sac à dos. Il a obtenu une épée serpent de rang argent. Évidemment, pour quelqu'un qui utilise un arc, c'est inutile, mais au moins, ça vaut un peu d'argent. L'objet le plus utile est une armure d'écaille d'argent qui confère un bouclier de 300 PV avec un temps de recharge de 300 secondes. Il se souvient que cette armure n'a normalement pas d'effets spéciaux. Peut-être que sa compétence passive influence les statistiques de l'objet. Le problème, c'est qu'elle nécessite le niveau 10 pour être utilisée. C'est alors qu'il se souvient que le système lui a donné un échec de réputation d'argent dans le cadre du succès. Il demande au système de l'ouvrir, priant pour qu'il ne s'agisse pas d'un autre objet pour une autre classe. Il reçoit la légendaire compétence, Anneau à 7 flèches, une puissante attaque aérienne parfaite pour lui, même si, encore une fois, elle ne peut être utilisée qu'au niveau 10. Il est légèrement déçu, mais aussi excité, car il deviendra beaucoup plus fort une fois ce niveau atteint. Juste à ce moment-là, quelqu'un dans la grotte appelle à l'aide. Lorsqu'il va vérifier, c'est une jeune fille en pleine forme qui lui demande s'il peut la sauver. Elle s'est cachée dans la grotte pour échapper au serpent géant. Elle s'appelle Mademoiselle Gu. Il sait que c'est un PNJ célèbre qui donne des quêtes secrètes. Il explique que le serpent a déjà été vaincu, ce qui lui permet de partir, mais elle montre qu'elle a le pied blessé. Portant une main à sa bouche, elle lui demande s'il peut la porter. Il pense que Shine King serait ce protagoniste froid et calculateur, mais non, il rougit comme un idiot. Une seconde plus tard, il la porte déjà dehors. Une fois dehors, elle lui touche doucement le visage, disant qu'elle serait morte sans lui. Elle promet que la prochaine fois qu'ils se rencontreront, elle prendra bien soin de lui. Mais il lui demande soudain, « La prochaine fois, qu'est-ce que tu veux dire ?» Et la laisse tomber à terre. Elle lui répond qu'elle n'a pas grand-chose à lui offrir en échange, à moins qu'il ne veuille son corps. Elle se retourne pour le taquiner, lui disant qu'il peut l'avoir s'il le veut. Mais il l'interrompt aussitôt, lui disant d'arrêter, car ce n'est pas ce qu'il veut. Elle rit, disant qu'il semble être au courant pour le test. Elle sort une lame des montagnes et la lui offre en récompense. C'est une dague de bronze, et il la repousse aussitôt d'un coup sec. Il lui lance un regard clair, exigeant qu'elle lui donne le secret confus. Elle lui demande de quel secret il parle. Il dit qu'il veut la quête pour sauver la jeune fille de 14 ans qui habite à proximité. Elle n'arrive pas à croire que ce type soit déjà au courant, mais elle accepte, disant que si c'est ce qu'il veut, elle lui donnera la quête secrète de classe. Elle se lève lentement et calmement. Pendant ce temps, notre garçon se tient là, les bras croisés, demandant pourquoi elle ne la lui donne pas tout de suite. Soudain, elle se lance dans une danse si interdite qu'elle est interdite dans 27 pays, un pas à gauche,
un balancement à droite. Indéniablement, cette femme est dangereuse. Soudain, un cercle magique apparaît sous lui. Elle l'avertit que le test de classe secret va commencer et qu'il doit le réussir pour obtenir la classe. Il la remercie, mais elle lui conseille de ne pas s'impatienter. Perplexe, il jette un coup d'œil à la fenêtre du système. À cet instant, il est sous le choc. Il s'agit de la mission de chasseur d'ombre, marquée en rouge. Un échec entraîne une disqualification définitive. Il lui hurle d'arrêter de dire qu'il n'est que niveau 7 et qu'il peut se permettre une disqualification définitive, mais elle lui adresse un sourire étrange, lui disant que c'est la fin pour lui. Sa popularité auprès de ce PNJ tombe à zéro. Il réalise. Alors que la véritable façon de commencer cette quête était d'augmenter sa popularité. C'est pourquoi elle l'a forcé à entreprendre la mission avant qu'il n'ait atteint son niveau suffisant. Il lui souhaite bonne chance, même si elle doute qu'il puisse réussir avec ses compétences. Aspiré dans le cercle, il lui jure qu'à la fin de cette mission, il la retrouvera, elle et sa fille, et les tuera toutes les deux. Le cercle magique apparaît ailleurs dans le ciel et il est téléporté dans le round. C'est un désert sans fin et il ignore où il est. Le système apparaît, annonçant que le test a commencé. Puisque c'est sa seule chance, il doit tout donner. Soudain, il entend quelque chose à proximité. Baissant les yeux, il voit des structures semblables à des dents émerger du sable. 4 autres apparaissent autour de lui et il réalise qu'il est à l'intérieur d'un monstre. Il bondit lorsqu'une créature géante bondit d'en bas pour le dévorer. Il active la détection de faiblesse et la cible apparaît en plein milieu de sa bouche. C'est un élite de niveau 5, Santawarom. Niveau 5 ? Assez facile, pense-t-il, même si cette chose a 2000 PV. Malgré son faible niveau, son énorme réserve de santé le rend difficile. Il décoche une flèche infligeant 130 dégâts dans sa gueule ouverte. Heureusement, une fois sorti du sable, la créature peut se déplacer aisément. Le monstre s'élève haut dans les airs et bondit à nouveau, mais Shen King fait un pas de côté et le monstre s'écrase au sol. L'impact lui montre clairement qu'être attrapé signifierait être enterré à jamais. Une fois de plus, il entend le sable bouger des deux côtés. Le monstre semble mettre plus de temps à émerger et il réalise qu'il ne peut plus le traquer sous terre. Il doit trouver un endroit plus élevé pour réagir à ses attaques. C'est alors qu'il aperçoit un pilier au loin. C'est le point de vue idéal. Il court vers lui, se rapprochant peu à peu. Mais juste à côté, quelque chose jaillit à nouveau du sol. Anticipant la situation, il esquive et décoche 2 flèches infligeant 260 et 130 dégâts. Le monstre est répugnant, mais s'il continue à esquiver, il gagnera. Soudain, la créature crache du sable sur lui. Le problème ? Il est en l'air et ne peut changer de direction. Il se protège les yeux avec son bras, mais perd tout de même 50 PV. Sa vision est réduite de 50% et sa précision chute de 30%. Il s'écrase au sol, maudissant le monstre. Regardant sa main floue, il se nettoie encore les yeux lorsqu'il sent le monstre arriver par derrière. Il roule rapidement au sol juste à temps pour éviter l'attaque. Au moins, il atterrit contre le pilier et peut récupérer. Le monstre recommence à s'enfouir dans le sable, mais il est maintenant confiant. La créature a de la santé, mais son schéma d'attaque est trop évident. La cécité au-dessus de lui disparaît au bout de 10 secondes. Avec le pilier et la vue rétablie, il va certainement en finir. Il bande son arc, prêt pour une nouvelle attaque. Alors que le sol tremble, il esquisse un sourire narquois, provoquant le monstre. La créature se jette à nouveau, et Shen King bondit sur le pilier en le traitant d'idiot. Le monstre tente à nouveau de cracher du sable. Mais, possédant le pilier, il change de direction, esquive et décoche une autre flèche, infligeant 260 dégâts. Le monstre marque une pause et il se demande à voix haute s'il n'a vraiment que 2 schémas d'attaque. Si c'est le cas, il va y mettre fin immédiatement. La suite est digne d'un archer à courte portée. Il meurt dans la gueule ouverte du monstre, esquivant une attaque et décochant 3 flèches consécutives. Préparant le coup final,
il déclare la fin. Le dernier tir inflige 130 dégâts et, finalement, le ver des sables est vaincu. Il monte au niveau 8, gagne 10 pièces d'argent et des bottes du désert, qui augmentent sa vitesse de déplacement sur le sable. Cependant, il qualifie les récompenses de « poubelle ». Comment un monstre aussi massif et difficile peut-il laisser tomber de telles ordures? C'est alors qu'il remarque qu'un des marqueurs du pilier se met à briller. Levant les yeux, il voit 9 marqueurs identiques, dont seul celui du bas est allumé. Soudain, d'autres marqueurs de sable apparaissent et il comprend ce que cela signifie. Il devra vaincre tous ces monstres pour réussir l'épreuve. Grimpant au sommet du pilier, il se dit que ce n'est pas si mal. Cet endroit est parfait pour monter jusqu'au niveau 10. De plus, il réalise que le monstre traque ses proies grâce aux vibrations du sol. Il faut attendre de créer de petites vibrations pour attirer le moins de vers possible. Le problème, c'est que tirer des flèches les attirerait tous. Il a une idée. Ouvrant son inventaire, il en sort quelques pièces d'argent. Petites et légères, elles suffisent à attirer quelques créatures. Dès que la pièce touche le sol, son ver des sables explose pour attaquer. Il active sa compétence passive, ricanant en pensant que ce sera une façon très luxueuse de gagner. Cependant, dans sa position, il est plus difficile de toucher le point faible, réduisant ses dégâts à 35 par tir. Pourtant, pour un millionnaire comme lui, dépenser de l'argent n'est pas un problème. Des explosions de flèches s'ensuivent et 4 heures plus tard, le combat est terminé. Shen King reste au sommet du même pilier, désormais entouré de cadavres de vers des sables. Il a enfin atteint le niveau 10 tant attendu. Avec 15 points à distribuer, il marque une pause, se rappelant quelque chose qui le tracassait. Il n'a pas reçu beaucoup d'objets et se demande si c'est parce que sa chance est à 0. Vu son talent, les objets boostés et la chance sont une bonne idée. Dans sa vie passée, il était si faible qu'il devait tout miser sur sa force et ses PV, ce qui ne lui apportait finalement pas grand-chose. Il décide alors de tester la nouvelle capacité de niveau 10 qu'il a débloquée. Il lance une attaque sur le cadavre du cobra et est impressionné par l'impact. Alors qu'il investit des points dans la chance, une lumière violette jaillit soudain du corps. Il reconnaît immédiatement le signe de la chute légendaire. Il s'agit d'une écaille de sable échappée qui le transforme en boule roulante pour se déplacer dans le sable. L'inconvénient ? Cela ne fonctionne que dans les environnements désertiques. Pourquoi est-ce considéré comme légendaire, murmure-t-il. Mais puisqu'elle est tombée, autant l'utiliser. Il équipe également l'armure d'écaille d'argent du boss serpent. À cet instant, il est convaincu d'être un joueur de très haut niveau sur le serveur. Puis, le pilier tout entier s'illumine et il se demande pourquoi rien ne se passe. Dès qu'il croit que le sol commence à trembler, le pilier devant lui se fend, révélant un passage secret. En approchant du nouvel escalier, il sait que la véritable récompense se trouve à l'intérieur. C'est l'occasion idéale de tester son nouvel équipement et ses nouvelles compétences. Mais à ce moment-là, il entend quelqu'un appeler son frère et reconnaît immédiatement la voix de Xioton. Hors du jeu, la fille annonce qu'il est l'heure de manger. Elle a préparé son riz frit aux œufs préférés. Apparemment, son casque est équipé de réalité augmentée, car il l'entend encore pendant qu'il joue. Il lui dit de partir avant qu'elle ne se blesse. Le système lui demande s'il veut se déconnecter. Il refuse, prétextant qu'il ne peut pas partir alors qu'il est sur le point de recevoir sa récompense. Levant les yeux, il demande à sa sœur d'arrêter de l'interrompre. Il est en plein match. Elle fait la moue, lui disant qu'il joue depuis 8 heures d'affilée sans interruption. Il lui dit de bien se tenir et d'arrêter de le distraire. Agacée, elle part, prétextant qu'elle ne se soucie plus de lui. En s'éloignant, elle se demande comment le réconforter. Dans le jeu, Shen ne peut pas s'excuser aussi discrètement. Mais pour l'instant, c'est nécessaire. Il doit devenir plus fort, changer son avenir. Il se dirige vers le portail, annonçant qu'il est temps de débloquer la nouvelle classe. Une lueur bleue brille sur son visage et, lorsqu'il ouvre les yeux, il se trouve dans une grotte.
Le système l'avertit que la zone est extrêmement dangereuse et lui recommande la prudence. Shen Qing comprend immédiatement qu'il doit s'agir de la salle du boss. Soudain, une créature surgit devant lui. Il est surpris de voir une telle monstruosité. C'est un boss de rang or, le roi du désert. Il a 200 points d'attaque et 6000 PV. Shen Qing, stupéfait par sa résilience, active rapidement la détection des faiblesses. Cependant, la capacité ne parvient pas à identifier les points faibles. Avant qu'il puisse comprendre, le boss attaque déjà. Il esquive, mais l'impact le projette contre la paroi de la grotte, lui infligeant 100 points de dégâts. Il est sous le choc. L'attaque n'était même pas directe, et pourtant il a subi tant de dégâts. Pas étonnant qu'il s'agisse d'un boss de rang or. L'esquiver ne suffira pas. Il tire sa première flèche, mais constate qu'elle n'inflige qu'un seul dégât. La défense du boss est si élevée qu'elle annule la majeure partie de sa puissance d'attaque. Le boss attaque à nouveau, mais cette fois, au lieu de sauter, Shen Qing utilise sa vitesse pour prendre de la distance. Avant qu'il puisse créer suffisamment d'espace, une autre attaque arrive. Impossible d'esquiver à temps, il bondit en s'accrochant au bras du boss. Le monstre se débat, le secouant violemment avant de le projeter dans les airs. En l'air, Shen Qing repère une ouverture. Il prépare sa nouvelle compétence de portée de cette flèche et tire sur le boss. Chaque flèche inflige 1% des PV max du boss et ignore la défense. En une volée, il réduit ses PV de 6000 à 5100. Cependant, le boss riposte. Bien qu'il esquive, les dégâts d'impact sont suffisants pour briser son honneur. Conscient que cette situation est intenable, Shen Qing change de stratégie. Il commence à grimper le long du bras du boss jusqu'à sa tête. D'en haut, il tente de déclencher une nouvelle pluie de cette flèche. Rien ne se passe. Il est à court de mana. Bien que puissante, la compétence consomme trop d'énergie. À son rythme actuel, il lui faudra 4 minutes pour récupérer suffisamment de mana et la réutiliser. Soudain, le boss bondit vers le plafond, prêt à l'écraser. Contraint de battre en retraite, Shen Qing s'effondre tandis que le boss détruit tout. À cet instant, une lueur violette apparaît dans les yeux du boss. Le système annonce qu'une faiblesse a été détectée et marquée. En y regardant de plus près, Shen Qing voit le marqueur indiquant l'abdomen. On comprend alors pourquoi la détection de faiblesse n'a pas fonctionné auparavant. Le seul point faible se trouve sous son ventre. Le système avertit que le boss est sur le point de déclencher sa compétence ultime. Celle-ci infligerait 100 dégâts par seconde et limiterait ses mouvements pendant 60 secondes. Shen Qing panique face à l'effet dévastateur tandis que plusieurs tornades apparaissent autour de lui. Il se demande pourquoi le boss d'un débutant possède des capacités aussi surpuissantes. Non seulement les dégâts sont incroyablement élevés, mais le temps est finalement absurde. La pression est si intense qu'il ne peut plus bouger les jambes. Un seul contact magique et il perd 100 PV, réalisant rapidement qu'il ne tiendra pas longtemps. En quelques secondes, il a déjà perdu 400 PV, et il n'a aucun moyen de contre-attaquer puisque le boss est toujours coincé au plafond. Désespérément, il cherche une solution. Incapable d'éviter les tornades, il risque de tirer une autre flèche, infligeant 260 points de dégâts. Maudissant le monstre d'être trop à l'aise, il voit le boss le fusiller du regard tandis que les tornades se rapprochent. Il continue de perdre des points de vie jusqu'à ce que tout s'arrête. On dirait qu'il a disparu, mais en réalité, il a utilisé la compétence Sanisuke pour s'enfouir sous terre. Au moment où le boss tombe, couvert de cicatrices, Shen Qing réapparaît, décochant une flèche dans la droite et l'abdomen. Le boss relance immédiatement les tornades, mais Shen Qing a déjà trouvé la solution. Il active à nouveau le Sanisuke et réapparaît de l'autre côté, déclenchant une nouvelle salve de flèches infligeant 300 points de dégâts. Comprenant qu'il ne peut pas suivre, le boss redescend au sol pour tenter de le frapper. Mais Shen Qing plonge à nouveau sous terre, réapparaissant de l'autre côté et agitant la main d'un air sarcastique. Le boss attaque à nouveau, mais Shen Qing est désormais confiant.
Cela explique pourquoi cette capacité est considérée comme légendaire, pense-t-il. Elle consomme peu d'énergie et n'a pas de temps de recharge. Soudain, le boss prend la parole, le traitant d'idiot. Shen King se fige, confus. Ce monstre peut parler. 3 heures plus tard, Shen King n'a plus que 720 PV. Le combat est bien plus long que prévu, mais il a de nouveau un règne de 7 flèches près. Le boss est à 1160 PV et Shen King déclare qu'il est temps d'en finir. Mais à sa grande surprise, le boss capitule. Le boss expose son abdomen, se montrant fatigué d'un combat qui dure depuis des heures et souhaitant simplement qu'il s'arrête. On voit Shen King lever son arc et dire, « Si c'est le cas, je vais finir ça pour toi. » Il déclenche un règne de 7 flèches et les PV du boss tombent finalement à 0, car il a vaincu un monstre plusieurs niveaux au-dessus de lui. Son expérience monte en flèche et il passe au niveau 13. Le système annonce qu'il est éligible à un changement de classe et lui demande s'il souhaite continuer. Après tous ses efforts, bien sûr, il accepte. Un gore sombre l'entoure tandis que l'esprit elfique apparaît, se transformant en quelque chose de nouveau. Sa classe devient chasseur de fantômes. Il gagne plus de PV, de puissance d'attaque et de bonus d'attributs. En tant que chasseur de fantômes, chaque niveau lui rapporte désormais 7 points au lieu de 5. Il reçoit également 2 nouvelles capacités, une invocation de 30 secondes qui crée un fantôme pour combattre à ses côtés, et un piège à ours qui inflige le double de dégâts lorsqu'il est déclenché. Bien que ces capacités paraissent basiques, elles conviennent parfaitement à son style de jeu. Shen King est particulièrement impatient d'utiliser sa compétence, évolution de tout, sur sa nouvelle classe, mais le temps de recharge est toujours de 5 heures. Au moins, sa compétence passive d'évolution a déjà récupéré les récompenses du boss, dépenser des points sur Lux semble avoir porté ses fruits. En vérifiant son inventaire, il trouve 43 pièces d'or, une fortune pour un débutant, un arc perforant qui réduit la défense ennemie à chaque attaque, cumulable jusqu'à 5 fois, un gant universel qui confère plus de 7 points d'agilité, un grand égout doré qui augmente l'attaque de 30%. Un objet précieux qu'il ne peut pas utiliser, mais qu'il vendra à prix fort, est un collier de soins qui régénère les PV hors combat. Avec 21 nouveaux points, il les investit tous dans l'agilité et consulte sa fenêtre de statut, impatient de constater sa progression. Mais avant qu'il puisse continuer, le système apparaît. Vous êtes dans le jeu depuis 15 heures, vous allez être déconnecté de force avant qu'il ne puisse contester son exclusion. Il se réveille dans sa chambre d'hôpital, frustré qu'un jeu pour adultes ait un système anti-addiction. Pourtant, c'est juste, tout le monde devra suivre les mêmes règles. Pour l'instant, les choses avancent bien, et il ne tardera pas à se venger de Shao Tankai. Il se dirige vers sa sœur, qui dort dans la chambre d'hôpital, visiblement épuisée de l'avoir surveillée. L'odeur de nourriture le saisit, et il se souvient qu'elle avait préparé du riz frit aux œufs plus tôt. Shen King sait que sa sœur a grandi choyée et n'a jamais eu à faire quoi que ce soit. Le simple fait de l'avoir ici, de le soutenir constamment, représente déjà un effort considérable. Alors qu'il croque une bouchée, son expression s'assombrit, c'est horrible. On dirait qu'elle y a versé un pot entier de sel. Soudain, elle se réveille et dit joyeusement, « Tu arrêtes enfin de jouer un moment. » Il s'excuse maladroitement de l'avoir réveillée, excitée, elle lui demande quel goût a la nourriture. En retenant ses larmes, il dit, « C'est incroyable. » La fraîcheur des ingrédients transparaît vraiment. C'est délicieux. Rayonnant. Elle insiste pour qu'il mange tout, car il doit mourir de faim après avoir joué toute la journée. Shen King hésite, les yeux fixés sur le bol fumant qui irradie presque le mal. Mais que ferait-il pour rendre sa sœur heureuse? Le lendemain matin, il se réveille dévasté. Quelqu'un s'approche de son lit et lui demande, « Comment vous sentez-vous aujourd'hui, monsieur ?» Soudain, cette dame arrive, prête à jouer. Le médecin explique soudain qu'il a eu la diarrhée et des vomissements, ce qui a semé la panique. La rusé médecin se dit que malgré son amputation, Shen King est beau et riche. Si elle pouvait le conquérir, elle vivrait dans le luxe. Shen King dit qu'il se sent bien, imputant cela à un effet secondaire dû à l'excès de jeu. Avec un sourire d'une douceur indigne,
le médecin lui dit que s'il a besoin de quoi que ce soit, il n'a qu'à l'appeler. Elle l'assure qu'elle le soulagera quoi qu'il arrive. Shen Qing, Madame Hugh, lui demande simplement de pousser son fauteuil roulant jusqu'à sa console de jeu. Le docteur cligne des yeux, perplexe, se demandant si ses charmes n'ont pas vraiment fonctionné. Ce type se soucie-t-il vraiment plus de son petit jeu? Une fois installée, elle se demande si elle n'a pas raté son maquillage aujourd'hui. Mais Shen Qing l'ignore complètement et se reconnecte au jeu. Le personnage apparaît et, lorsqu'il ouvre les yeux, il est de retour dans le chaos. Ce n'est que le deuxième jour de jeu, mais il y a déjà 300 000 joueurs. Shen Qing possède cette console de jeu ultra chanceuse, mais le jeu est également accessible via des appareils de réalité virtuelle moins chers. C'est pourquoi, dans moins d'un mois, le jeu dépassera les 100 millions de joueurs. Pour l'instant, il est presque déséquipé, mais au moins, il a son nouvel arc en main. Son objectif du jour est d'obtenir un équipement de haute qualité, et cela ne sera possible qu'en affrontant des boss de niveau 20. Il entre dans la boutique et son commerçant remarque immédiatement quelque chose d'inhabituel, une armure d'argent, quelque chose qu'il n'a jamais vu auparavant. L'homme demande ce que Shen Qing veut, et notre protagoniste répond humblement que tout ce qu'il y a là n'est que du bronze. Se tournant vers le commerçant, il dit vouloir les trésors de la boutique. Le vendeur tente d'expliquer que ce qui est exposé devant lui est tout ce qu'ils ont à vendre. Ils ne vendent pas de trésors ici, et même si c'était le cas, Shen Qing n'aurait pas les moyens de les acheter. Mais c'est alors que notre garçon sort des pièces de cristal et demande à l'homme ce qu'il en pense. L'attitude du commerçant change aussitôt. Il acquiert une capacité de 70 figures et s'exclame avoir réalisé que Shen Qing était quelqu'un d'impressionnant. Il tend la main et une lumière dorée aveugle tout le monde dans la boutique. Sur ces mots, les prétendus trésors apparaissent, et l'homme admet que ces objets ne devaient pas être vendus avant 30 jours. Cependant, Shen Qing ne cherche pas à impressionner et affirme que tout est encore de qualité argent. Enfin, jusqu'à ce que quelque chose attire son attention. Il appelle le commerçant et lui dit qu'il veut acheter ce masque. L'homme loue son œil perçant, expliquant que le masque est le seul objet en or du jeu jusqu'à présent. Puisque Shen Qing lui a apporté une pièce de cristal d'une telle valeur, il la vendra pour seulement 150 000 pièces d'or. Shen Qing dépose immédiatement l'argent et le lui tend. Le commerçant est stupéfait, perplexe, Shen Qing vient de dépenser l'équivalent du salaire annuel d'un riche. Mais notre garçon s'en fiche. Shen Qing dit simplement qu'il accepte l'objet et le commerçant marmonne qu'un client VIP peut faire ce qu'il veut. Devant la boutique, Shen Qing remarque que dépenser 200 000 pour un tel avantage n'est pas cher du tout. Il équipe le masque et active immédiatement ses effets. Non seulement il améliore de nombreux attributs, mais il inflige aussi un statut de terreur aux monstres et aux joueurs de niveau inférieur. En se promenant, tout le monde ne peut s'empêcher de fixer son masque, choqué par son aspect insensé pour le début de la partie. Un joueur coiffé d'un chapeau affirme qu'il est impossible que ce soit un objet en or, à moins que Shen Qing n'utilise des piratages. Soudain, quelqu'un pose une main sur son épaule et lui dit d'attendre une minute. Shen Qing se retourne et demande ce que l'homme veut. Un homme à la mâchoire carrée dit que les objets de Shen Qing sont jolis et qu'il devrait les prêter à ses amis. Shen Qing demande de quoi il parle et le groupe de joueurs éclate de rire. Puis son expression s'assombrit et il exige de savoir pourquoi il devrait faire une chose pareille. L'homme affirme que le seul moyen d'obtenir un tel objet si tôt dans la partie est de pirater. Si Shen Qing ne remet pas les objets qui le dénoncent et garantissent qu'il perd tout, Shen Qing rit en demandant s'ils essaient vraiment de le voler. L'agitation attire une foule et soudain, beaucoup de gens se rassemblent autour. Voyant cela, le groupe décide de saisir l'occasion. L'un d'eux lève le bras et crie qu'il faut donner une leçon à ce tricheur. La foule chante la même chose. L'homme à la mâchoire carrée prévient Shen Qing, s'il sait ce qui est bon pour lui, il ferait mieux de lui remettre les objets. Sinon, ils le tueront à chaque fois qu'il répond. Le protagoniste se contente de dire que les jaloux sont les mêmes partout. Il ne supporte pas de voir quelqu'un d'un peu meilleur qu'eux. Il jette un coup d'œil à leur niveau et remarque qu'aucun d'entre eux n'a dépassé le niveau 5.
Il les arrête donc et leur ordonne de l'attaquer tous les trois en même temps. Les joueurs n'hésitent pas et se précipitent immédiatement sur lui. Shen King voit là l'occasion idéale d'activer l'effet de masse. Un tigre géant se matérialise autour de lui, infligeant un état de terreur aux trois attaquants qui s'effondrent au sol. La peur est si intense qu'une nuit, il se met même à cracher du sang. Les spectateurs ne comprennent pas ce qui vient de se passer. Shen King ricane et les interroge sur cette absurdité de camp de réapparition. Il se présente en disant « Je m'appelle Ko Aiwine, et tu peux venir me tuer quand tu veux », étonnamment humble. Il s'éloigne sans achever les trois joueurs. Ce gamin est vraiment quelqu'un de bien. Pourtant, à ce moment-là, les gens décident de consulter le classement, car ils ont l'impression d'avoir déjà entendu ce nom. Bien sûr, notre garçon est déjà classé numéro 1 au niveau 13. Alors que le joueur le plus proche n'est que niveau 8, tout le monde pense immédiatement que c'est une bonne chose. Nous ne nous sommes pas impliqués dans cette affaire. L'homme à la mâchoire carrée s'effondre au sol, réalisant qu'il a été humilié et qu'il ne peut rien y faire. Il murmure qu'il a eu la malchance de provoquer le joueur numéro 1. Quelque temps plus tard, Shen King s'approche de quelques cabanes dans la forêt. Cependant, avant de poursuivre sa chasse, il doit faire autre chose. Il trouve une fille PNJ effondrée au sol. Il s'approche d'elle, l'appelle « petite fille » et lui demande si elle sait où la vie est allée. Elle répond aussitôt qu'elle n'est pas une petite fille puisqu'il n'est guère plus âgé qu'elle, et qu'il devrait donc arrêter de l'appeler ainsi. À son attitude, Shen King est certain de parler à la bonne personne. Il lui demande si elle est en train de traîner chez la fille de Dame Gu. La fille, confuse, exige de savoir comment il connaît son nom. Cependant, ce psychopathe répond calmement que sa mère lui a promis de l'épouser dans 5 ans. Lingé, complètement déconcerté, s'enfuit en hurlant pourquoi sa mère l'a vendu ainsi. À ce moment-là, Li apparaît et demande ce qui s'est passé. Sa fille, en larmes, l'accuse de l'avoir vendu pour chasser avec ce garçon. Shen King entre joyeusement et salue Dame Gu, qui semble surprise de le voir. « Tu as réussi l'examen », s'exclame-t-elle. Shen King sourit et dit qu'il a promis de venir les retrouver dès qu'il l'aurait réussi. C'est un homme de parole. Dame Gu lui demande ce qu'il veut, l'avertissant que s'il tente quoi que ce soit d'inapproprié, elle disparaîtra immédiatement. Shen King se gratte la tête, surpris d'apprendre que les PNJ peuvent disparaître. Apparemment, il est le premier joueur à pousser les choses aussi loin. Il lui assure que ce n'est rien d'inapproprié. Tout ce qu'il veut, c'est la carte d'un donjon de niveau intermédiaire. Lingé intervient en disant qu'ils n'ont rien de tel. Shen King hausse les épaules et dit que si c'est le cas, il devra lui montrer quelque chose d'impressionnant. Il s'apprête à porter un coup de poing et Dame Gu recule instinctivement. Cependant, lorsqu'elle ouvre les yeux, Shen King brandit un énorme cristal. « Tu ne restes pas planté là ? Prends le cristal, dit-il. C'est le paiement pour accéder au donjon secret. » Dame Gu et Lingé fixent les cœurs de cristal presque droit dans les yeux, ce qui augmente sa popularité de 50 points. Lingé, presque en bavant, demande si c'est vraiment pour le plus grand. Cependant, la fille espiègle s'en empare la première, s'extasiant sur sa beauté et le remerciant comme un grand frère. Dame Gu la poursuit, la grondant en lui disant qu'elle est trop jeune pour avoir besoin d'une telle chose. Ils commencent à se chamailler, Lingé déclarant que ce doit être un cadeau de mariage pour leur mariage dans 5 ans. Shen King ignore de quoi parlent ces folles qui réclament la carte du donjon de niveau intermédiaire. Dame Gu acquiesce, mais l'avertit que la carte n'était censée être disponible que dans 20 ans. Cependant, ajoute-t-elle, puisque tu as offert un paiement aussi généreux, je vais faire une exception. Elle explique que le chef du village n'a autorisé la divulgation de la carte qu'à ceux qui acceptent des défis difficiles. Soudain, Lingé intervient, affirmant qu'elle sait où se trouve la maison du chef du village et qu'elle y conduira Shen King. Ailleurs, une femme se prélasse, soupirant du confort de son logement. Cette femme est le chef du village et un personnage clairement dangereux. C'est une beauté féline, avec un regard perçant et une aura troublante. Soudain, elle remarque quelque chose qui approche.
C'est Lingé qui se jette sur ses genoux, prétextant que quelqu'un la cherche. Le chef du village, et je bave pour une raison inconnue, demande qui est cette personne. Soudain, Shen King apparaît, assis devant elle et va droit au but. Il dit qu'il veut la carte du donjon de niveau intermédiaire. Le chef du village lui dit de se réveiller et d'affronter la réalité. Au niveau 13, il n'a aucune chance. Il devrait revenir au niveau 20. Mais combien de cristaux ce type possède-t-il vraiment? Sans hésiter, Shen King lui lance un autre cristal. Le chef le regarde, l'air plus doux, et lui demande s'il essaie vraiment de l'acheter. Vous ne savez pas qui je suis? Je suis le chef du village. Elle prend une pause théâtrale à la Jojo et déclare être une personne vertueuse, raison pour laquelle elle occupe ce poste. Tellement vertueuse, en fait, qu'elle acceptera le cristal, car Shen King est quelqu'un de bien. Lingé intervient, disant que si le chef est vraiment si gentil, elle devrait rendre le cristal à son grand frère. S'emparant du cristal, elle le lance à Shen King. Shen King, amusé, empoche le cristal et réclame à nouveau la carte de niveau intermédiaire. Le chef du village insiste sur le fait que le donjon est un suicide pour les moins de niveau 20. Pour des raisons d'expérience de jeu, elle ne peut pas le lui donner. Shen King demande alors ce qui se passera s'il prouve sa force. Le chef semble peu impressionné par les questions concernant sa réelle volonté. Se levant, elle propose un marché. S'il prouve sa force, la carte lui appartiendra. Comment le prouver, demande Shen King. Le chef explique que chaque année, le village est attaqué par des meutes de loups. Les joueurs aident généralement à défendre le village, mais personne n'a jamais réussi à résoudre le problème, car personne ne peut tuer le roi loup blanc. Si vous le tuez et m'apportez son objet, nous discuterons, dit-elle. Le système avertit la quête que la difficulté est élevée. Bien sûr, Shen King accepte immédiatement. Il se lève et lui dit de préparer la carte, car il sera bientôt de retour. Soudain, Lingé lui prend la main et insiste pour venir avec lui. Elle dit qu'elle peut le protéger. Cependant, Shen King lui dit simplement d'arrêter de faire les idiots et de retourner auprès de sa mère. Mais la jeune fille insiste, affirmant qu'elle veut protéger le village et tuer le roi loup blanc. Shen King se tourne vers le chef du village et lui demande si elle va contrôler cette folle ou non. Soudain, le système se met à jour, annonçant que la mission comporte désormais une condition supplémentaire. Il doit protéger Lingé. Il n'arrive pas à croire que cette gamine ait modifié sa mission. Elle s'accroche à lui, affirmant qu'elle ne le lâchera pas lorsqu'il lui demande si elle est un singe, par hasard. Soudain, elle se met à donner des coups de pied et à s'agiter comme une enfant, se plaignant de ne pas aimer partir à l'aventure seule. Comme il doit la protéger pour la mission, il accepte à contre-cœur. Quelque temps plus tard, il se promène dans la forêt. Lingé se cache derrière lui, disant que l'endroit lui fait peur. Soudain, ils entendent des bruits provenant de derrière un buisson. Shen King dit qu'il va vérifier, tandis que Lingé tremble de peur. Un groupe d'aventuriers décapite des loups. Shen King s'approche et demande la direction de la tanière des loups. Le groupe est composé de joueurs de niveau 5 à 7, et leur chef refuse de répondre, prétextant qu'il chasse ici et ne laisse entrer personne d'autre. Déconcerté, Shen King demande de quoi il parle. Le chef désigne un tatouage de serpent rouge sur son bras et lui demande s'il a déjà entendu parler de la guilde la plus puissante du moment. La traduction semble erronée, car le joueur appelle ensuite sa guilde le serpent vert. Shen King semble aussi perplexe que nous. Un autre joueur s'avance et prétend que même la zone des bisons leur appartient. Si Shen King veut cultiver l'un de ces endroits, il devra payer une taxe ou retourner tuer des poulets. Puis le joueur désigne Lingé du doigt et lui demande si elle est un PNJ avec une quête secrète. Shen King refuse de répondre et se moque de leur méthode de progression inefficace. Un autre joueur rétorque que Shen King est un idiot de ne pas avoir réalisé que les loups sont faibles mais extrêmement sûrs, ce qui permet de les chasser toute la journée. Pendant ce temps, Lingé continue de se cacher derrière la cape de Shen King. Soudain, elle pointe quelque chose du doigt et dit que quelque chose approche.
Shen King lève les yeux et voit une aura sombre émerger derrière le groupe. Conscient du danger, il s'agrippe à Linguet et saute pour se mettre à l'abri. Ils atterrissent sur une branche d'arbre tandis que le groupe rit, se moquant de lui pour sa fuite. Bien. L'un d'eux ricane, mieux vaut fuir pour un faible comme toi, car tu n'as aucune chance ici. Shen King se dit qu'ils sont stupides de ne pas avoir remarqué la présence à proximité. Soudain, un liquide coule sur la tête de Linguet. Lorsqu'elle lève les yeux, elle aperçoit un loup massif, la gueule grande ouverte, qui hurle de terreur. Avant qu'elle puisse réagir, le loup bondit et elle disparaît en un instant. Le groupe se retourne et ne voit que les pieds de la jeune fille. Paniqué, le chef crie à tout le monde de fuir, mais le loup ne les laisse pas s'échapper si facilement. Aussitôt, la créature disparaît et réapparaît sur le dos d'un joueur. Le chaos éclate, les loups attaquent de tous côtés et le groupe commence à mourir un par un. Le roi loup blanc apparaît, niveau 20 avec 4000 PV. Shen King remarque immédiatement que le boss a plus d'un tour dans son sac. Il tire une flèche pour tester la vitesse du loup, mais Linguet l'arrête brusquement. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demande-t-il. Linguet explique qu'il ne peut pas le combattre maintenant. Le loup semble sentir quelque chose et s'enfuit au loin. Shen King saute avec Linguet et Tao, disant qu'il va le poursuivre. Mais une fois de plus, elle insiste pour qu'il reste immobile. Elle explique que le boss est apparu parce que le groupe a tué trop de loups dans la zone. S'il attire son attention dans cet état, il mourra à coup sûr. Il doit d'abord être parfaitement préparé. Shen King trouve cela étrange, mais décide de lui faire confiance. Soudain, Linguet sort une carte et explique que c'est un chemin automatique vers la tanière. « Pourquoi ne l'as-tu pas montré plus tôt ?» demande Shen King. Elle s'exclame, « Tu dois commencer à apprécier ma présence dans ton équipe. » Un message système apparaît alors concernant une évolution. Linguet admire le gant et l'inventaire de Shen King, le qualifiant de magnifique et demandant ce que c'est. Shen King dit que c'est incroyable et qu'il faudra l'impressionner un moment. Il tente d'améliorer sa lignée elfique, mais le système refuse, prétextant que sa lignée a déjà atteint son plein potentiel. Même si cela valait la peine d'essayer, marmonne-t-il en rougissant légèrement de gêne. L'enchère ayant échoué, il décide de faire évoluer sa compétence fantôme. Tendant le bras, il l'active pour la première fois. Une étrange énergie bleue se condense derrière lui. Soudain, une version améliorée de lui-même, entièrement constituée d'eau, apparaît et tombe au sol. Pour la tester, il ordonne au clone d'utiliser la compétence rang de l'R7. Le clone prépare l'attaque et Shen King lui dit rapidement d'attendre, voulant confirmer que c'est possible. Voyant le clone capable d'utiliser ses capacités, Shen King réalise l'utilité de la compétence. Une idée folle lui vient alors, il ordonne au clone d'activer la compétence évoluée. Surprise, le clone le fait et une notification apparaît. Cependant, au lieu de faire évoluer les capacités de Shen King, il fait évoluer la compétence fantôme elle-même. Shen King, sous le choc, fixe le message avec incrédulité. « Ça a marché », marmonne-t-il. Comme nous, Shen King n'arrive pas à croire que cela ait réussi. Le PNJ lui demande s'il triche et il répond que non, bien sûr. Comme un hacker, il pourrait être aussi bon que moi. Ce garçon est vraiment imbu de lui-même. Eden demande quelles sont ses chances de gagner et le PNJ estime à 20%. En entendant cela, Shen King décide qu'il est temps d'augmenter ce chiffre et fait évoluer la capacité de l'R7. L'évolution réduit le coût en mana tout en augmentant les dégâts. Mais à sa grande surprise, la capacité évolue en 8 flèches. Le PNJ actualise alors son estimation, indiquant que ses chances sont désormais de 34%. Cette évolution de la capacité fantôme lui permet également d'invoquer un clone supplémentaire. Il invoque immédiatement un autre clone et tente à nouveau d'activer évolution. Cependant, la capacité partage son temps de recharge, ce qui rend les choses plus complexes. Shen King réalise que, comme il a activé évolution avant d'invoquer le clone, celui-ci a été invoqué avec un temps de recharge actif. Il décide que la prochaine fois, il devra tout dépenser avant de l'utiliser.
Se tournant vers le PNJ, il dit, « Allons-y. Je dois trouver un plan pour augmenter mes chances de victoire. » Elle demande à Gwyn, qui sourit, expliquant que c'est une surprise, même si leur destination semble être quelque part sous l'eau. Une créature géante se jette sur un poisson, mais une flèche lui transperce la tête. Shen King obtient de la viande de crocodile, qui augmente la vitesse de déplacement de 30% et l'agilité de 10% pendant 30 secondes. Il invoque son clone fantôme pour l'aider à chasser, se rendant compte de l'efficacité de cette méthode. Une heure s'écoule et il semble que Lingé ait mangé la viande avec lui. Cela renforce sa faveur auprès d'elle, car le poisson était d'une qualité exceptionnelle. De plus, ils obtiennent également de la viande de carpe avancée. Shen King explique qu'il a maintenant 3 clones sous l'eau, récupérant autant de potions que possible pour le combat à venir contre le roi loup blanc. Lingé réfléchit et estime ses chances à environ 40%. Shen King se lève et déclare, « Ça suffit. Il est temps d'abattre ce monstre. » Lingé insiste pour les accompagner, mais ils ignorent qu'un clan suspect les observe de loin. Un peu plus tard, ils arrivent à la grotte du loup. Shen King invoque immédiatement ses clones et les utilise pour poser des pièges mortels, une compétence encore inconnue. Avec 3 clones, plus lui-même, il y en a 4 au total. Il attend que le temps de recharge se réinitialise et commence à poser encore plus de pièges. En quelques secondes, le sol est jonché d'une douzaine de pièges. Lingé dit qu'il en fait trop, et que ses chances de victoire n'augmentent pas avec cette stratégie. Shen King explique que son but est simplement de limiter les mouvements du loup. Elle insiste sur le fait que ses chances n'atteignent même pas 50%. Il sourit et lui dit qu'elle ne sait pas tout. « Regarde, je m'en occupe. » Il lui ordonne de se cacher derrière un arbre et de ne pas sortir, quoi qu'il arrive. Debout à l'entrée de la grotte, Shen King appelle le chef. Obéissant, le roi loup blanc surgit aussitôt et chargea sur lui. Shen King murmure avec assurance que le loup est prêt à tomber dans son piège. Cependant, le loup s'arrête brusquement, lève les yeux. Et le fixe un instant avant de se retourner vers la grotte. Il réalise alors que le chef est plus malin qu'il ne le pensait. Il continue de crier, traitant le loup de lâche à attirer, tandis que Lingé l'observe de loin. Tandis qu'elle l'observe, voulant voir ce qu'il peut faire, quelqu'un se glisse derrière elle et lui couvre la bouche. Soudain, le système avertit Shen King qu'un piège a été déclenché. Il est confus, car le loup n'a pas encore franchi l'entrée. Regardant derrière lui, il se souvient avoir parlé de quelques pièges plus tôt. Se retournant, il aperçoit un groupe de joueurs tenant Lingé en otage. Elle donne des coups de pied et leur crie de la lâcher. 2 joueurs se plaignent des pièges et demandent à leur chef de les détruire rapidement. À ce moment-là, Shen King apparaît et exige qu'ils la libèrent. Lingé leur crie de la libérer, sinon son futur mari les frappera. Le chef marque une pause, soudain méfiant, et demande quel âge a la jeune fille. Shen King n'en revient pas que ce gosse lui donne une réputation aussi effrayante. Lingé continue de crier à son mari de la sauver, laissant Shen King complètement perplexe. Même les méchants éclatent de rire, qualifiant Shen King de type le plus dégoûtant du jeu. Le chef demande à Shen King s'il sait que cette région appartient à leur équipe. Shen King hausse les épaules, affirmant avoir entendu dire que la zone appartenait à la guilde du serpent vert. Le chef lui demande s'il est fou de savoir cela et d'oser encore venir ici. Il accuse ensuite Shen King d'avoir participé à une embuscade contre les membres de sa guilde plus tôt. S'approchant, il exige de savoir si Shen King a quelque chose à voir avec ça. Shen King nie, leur disant d'attendre la réponse de leur coéquipier et de leur poser la question. Le chef sourit et déclare qu'il ne croit pas qu'un lâche comme Shen King puisse vaincre les membres de sa guilde. Shen King tente d'éviter le conflit, sachant que si Lingé meurt, sa mission échouera. Le chef insiste et lui demande ce qu'il fait ici. Shen King répond nonchalamment qu'il se promène. Mais le chef ricane et demande à Shen King s'il le prend pour un idiot. Il sait que la créature la plus puissante de la région réside à proximité et que toutes ses récompenses appartiennent à sa guilde. Shen King se demande s'il ne serait pas plus simple de les tabasser. Soudain,
il a une meilleure idée et fait une proposition. Si tu laisses Linger partir, dit-il, je te montrerai où est le chef. Le chef ricane et demande à Shen Qing qui se prend pour tenter de négocier avec eux. À ce moment-là, une jeune fille s'avance et présente le chef, Yang Xing, le troisième jeune maître. Elle regrette Shen Qing, car Yang Xing est classé 27e plus fort du jeu et lui conseille de faire preuve de respect. Shen Qing se souvient soudain que sa famille possède 40% des parts de l'entreprise familiale de Yang Xing. Même le père de Yang Xing est poli avec lui grâce à cela. Sur ce, Shen Qing sourit et dit à Yang Xing qu'il a déjà entendu parler de lui. Yang Xing, bombant le torse, dit que si c'est le cas, Shen Qing devrait lui remettre tout son argent avant d'être puni. Cependant, Shen Qing rit et répond qu'il ne souhaite pas envenimer la situation. Il lève le bras et ajoute, « Vous semblez tous aller trop loin. » Soudain, une guerre retentit dans la grotte. Tout le monde comprend immédiatement que le boss est à l'intérieur. Yang Xing applaudit, déclarant que lui et son équipe d'élite seront les premiers à chasser la créature. Tout excité, le groupe se précipite vers la grotte. L'homme qui tient Linger la laisse tomber dans les bras de Shen Qing, disant qu'ils ont des choses plus importantes à faire maintenant, mais qu'ils régleront les choses avec lui plus tard. Cependant, Shen Qing et Linger savent déjà qu'ils n'ont aucune chance. Non seulement ils ignorent comment fonctionne le boss, mais ils sont aussi complètement pris au dépourvu. Pire encore, ils se retrouvent pris au piège posé par Shen Qing plus tôt. En une seconde, toute l'équipe est prise au piège. Le chef, désemparé, fixe le boss du regard. Alors qu'il se prépare à l'attaque, celui-ci ignore encore à quoi il a affaire. Le mage derrière lui affirme que le point faible a été détecté, mais qu'il s'agit d'une créature de niveau 20. Yang Xing conseille à tout le monde de ne pas paniquer. Il semble confiant grâce à un talent qu'il a acheté pour le père Circé géant. Ses vêtements se déchirent et le gars prend du volume. Une sorte de clone énergétique émerge de son corps et commence à grandir. Le passif du père Circé géant augmente la puissance d'attaque de 150%. C'était une compétence dont les protagonistes n'avaient jamais entendu parler. Du sol, Linger demande s'il va vraiment abandonner la mission. Mais il conseille de ne pas se précipiter et de laisser les gars faire un petit bazar. Pendant ce temps, les amis de Yang Xing lui souhaitent bonne chance. Il était confiant, pensant que, quelle que soit la puissance du boss et le talent qu'il utilisait, il était impossible qu'il perde. Car il lui était impossible de mourir en un coup et il bénéficiait du soutien des soigneurs du groupe. Il chargea alors le boss pour porter le premier coup, mais celui-ci bondit soudain en avant et lui transperça la poitrine d'une attaque. Shen Qing fut impressionné que le pauvre homme n'ait pas résisté à un seul coup. Après une analyse, il constata rapidement que l'attaque du monstre avait infligé 800 dégâts avec un temps de réaction de 0,7 secondes. Pendant ce temps, Yang Xing, inconscient, s'enfuit avec 80 PV. Le pauvre homme fut projeté comme un déchet et s'écrasa au sol, explosant à l'impact. Sur ces mots, le reste de son groupe prit la fuite, paniqué, tandis que le protagoniste les regardait s'enfuir, se disant qu'ils n'étaient qu'une bande d'imbéciles. Soudain, le boss se redressa et des loups surgirent de la grotte. Les fuyards comprirent rapidement qu'ils étaient poursuivis. La fille désemparée veut sauver le boss, mais le gars dit que c'est de la folie, car il n'a aucune chance contre ce monstre. Elle hésite à rebrousser chemin, mais le gars court devant, disant qu'elle peut rester si elle le souhaite. Il se retourne et s'excuse auprès du boss, mais c'est alors qu'il remarque quelqu'un se dirigeant vers le monstre et se demande qui est ce fou. C'est Shen Qing, qui dit que le boss est plus intelligent qu'il ne le pensait. Utilisant les pièges qu'il avait lui-même tendus pour se venger de ces types, mais maintenant, c'est lui qui est son adversaire. Allongé au sol, Yang Xing pense que le protagoniste est devenu fou d'avoir affronté cette créature de front. Visiblement, il ne veut pas être touché à nouveau, alors il fait semblant d'être mort. Pendant ce temps, le monstre fixe le protagoniste du regard. Soudain, il est attaqué par des loups de toutes parts, comme s'il se tapotait légèrement l'oreille, disant que ce ne sont que des loups. Oh, il a activé le masque, un type sournois. Il dit qu'il est le tigre.
Le tigre est une créature électrique albinos qui apparaît au-dessus du garçon et repousse les loups. Même le boss semble désemparé, confus par ce qui vient de se passer. Puis il sent quelque chose. C'est notre garçon déjà en l'air, tirant des flèches sur lui, mais le loup est agile, esquivant et se rapprochant. Shen Xing réalise immédiatement que sa vitesse dépasse sa précision. Le boss s'approche pour attaquer, mais il décide de tout donner. Le sang gicle partout tandis que l'ingé appelle un garçon. On dirait qu'il a aussi été transpercé à la poitrine par le boss. Il est dans de sérieux ennuis. Notre bouclier a disparu, ainsi que 500 PV, et le monstre est là, souriant, mais le psychopathe avec un trou dans la poitrine sourit aussi. Il a demandé au boss s'il pensait vraiment ne pas pouvoir esquiver ça. Et bien sûr, s'il a laissé le boss porter le coup, c'était pour s'assurer de ne pas rater sa contre-attaque avec ça. Certains de ses clones lancent une attaque à cette flèche. Le monstre se jette au sol en essayant d'esquiver. Je ne sais pas si ça a touché, mais les flèches sont éparpillées partout. Notre garçon, en plein dans le mille, provoque le monstre et lui demande s'il apprécie ça. Bon sang, quelques flèches ont touché et le gars a perdu 1220 PV. Il se lamente même sur le boss, car la zone est pleine de pièges, il n'a donc aucun moyen de s'échapper. Il mord dans de la viande en disant, voyons qui tiendra le plus longtemps maintenant. Avec 2 morceaux de viande de crocodile, il y récupère 400 PV supplémentaires. Le boss observe la scène, le fixe du regard, puis disparaît devant lui. Shen Xing se demande s'il s'agit d'une sorte de compétence d'invisibilité, mais le monstre est soudain derrière lui. Avant qu'il puisse réagir, le pauvre gars reçoit un nouveau coup de poing et perd 400 PV supplémentaires. Ça paraît logique. C'était la technique qu'un monstre avait utilisée pour tuer cette équipe. Le problème, c'est qu'à peine le regard fixé, le boss semble disparaître à nouveau. En une seconde, quelque chose se reforme derrière lui. Le garçon se fait tabasser comme dans un combat de Dragon Ball Z. Il reçoit des coups de poing ici, là, projetés de tous côtés, et s'envole de tous côtés. Le pauvre s'écrase au sol, épuisé, avec 1600 PV restants. Il réalise que le boss attaque si vite qu'il ne peut plus récupérer. Et une fois de plus, le monstre surgit par derrière pour l'attraper. Mais soudain, quelque chose attrape le bras du monstre. Finalement, il tombe dans l'un des 2 milliards de pièges que le garçon avait tendus. Le monstre étant immobilisé, il annonce qu'il n'y a aucune chance de rater sa cible cette fois. Il décoche une flèche qui, comme Mino, inflige le double de dégâts, mais seulement 196. Mince, chronométré par un meilleur arc, hein. Le monstre a encore 2300 PV. Il brise les chaînes et charge à nouveau. Il lui inflige 1000 points de dégâts, puis 800 points de dégâts supplémentaires au torse. Notre garçon doit esquiver un peu plus. Mais le boss semble confus, car le fou sourit à chaque fois qu'il reçoit un coup à la poitrine. Il s'avère que le garçon savait que ces pièges n'arrêteraient pas le monstre. C'est pourquoi il a décidé de rester immobile et d'utiliser à nouveau son corps pour maintenir le boss en place. Une fois de plus, il utilise les compétences de ses clones, qui apparaissent au-dessus de la créature. Le monstre tente de le repousser, mais le piège était déjà activé. Immobilisé quelques secondes, il utilise à nouveau la compétence des 7 flèches. Il prépare l'attaque et ordonne à la créature de mourir. Cette action s'appelle 21 attaques consécutives. J'imagine que c'est parce que 7 fois 3 font 21. Je suis plutôt bon en maths, non? Pendant ce temps, dans une autre partie de la forêt, un groupe se demande s'il ne devrait pas chasser les loups. Soudain, une explosion retentit dans toute la forêt. Un homme demande si quelqu'un utilise une bombe atomique dans le jeu et une fille pense que c'est peut-être un pirate informatique. Pendant ce temps, Lingard sourit, disant que c'est incroyable. Le boss gît dans un cratère avec 75 PV restants. Il dévore à nouveau de la viande de crocodile tandis que Lingard lui ordonne d'en finir. Mais il répond qu'il n'y a pas d'urgence, car il a encore des choses à faire. Elle le regarde, perplexe, en même temps que Yang Sheng, qui fait toujours semblant d'être mort.
Allongé au sol, il se demande pourquoi tout est devenu silencieux après l'explosion. Il décide de faire le mort encore un peu, le temps d'être sûr qu'il n'y a personne. Soudain, une flèche atterrit près de lui. Voyant qu'il s'agit de Shen Qing, il lui demande s'il a vraiment tué le boss. Shen Qing répond que le monstre est sur le point de mourir. Yang Sheng s'agenouille et implore son pardon, affirmant qu'il n'a pas reconnu la grandeur du garçon. Notre garçon dit qu'il va non seulement lui pardonner, mais aussi lui donner une chance d'acquérir l'expérience du boss. Mais pour cela, il doit faire quelque chose de précis. C'est une faveur pour l'avenir. Et le moment venu, il en sera informé. Pointant la flèche vers son cou, il demande s'il accepte ou non. Notre garçon sait que sa famille a une certaine influence au sein du groupe, ce qui pourrait l'aider à quitter l'entreprise. S'il obtient cette faveur, il lui sera au moins plus difficile de perdre son poste. En effet, il faudra au moins 6 mois pour que tous les attributs du jeu s'intègrent pleinement à la réalité. En attendant, il souhaite progresser paisiblement. Shen Qing demande s'il va se faire tirer dessus dès qu'il aura accepté. Notre garçon lui conseille de dire ce qu'il veut. Il n'aime pas négocier avec des gens sans ambition, car il est difficile de comprendre pourquoi ils veulent rester. Yang Sheng répond que, puisqu'il comprend si bien, il ne le cachera pas. Il a besoin d'aide pour monter de niveau et consolider sa position de chef du gang du Serpent Vert. Le protagoniste rit et prépare une attaque. Une énergie dorée se met à rayonner de toutes parts et la flèche est tirée sur le boss. La créature meurt et il déclare que le marché est conclu. Apparemment, il a accepté de partager l'expérience avec un gars qui a instantanément gagné 2 niveaux. Yang Sheng le remercie, lui disant qu'il lui devra toujours une faveur. Mais notre garçon répond simplement d'arrêter de l'appeler frère, car ils ne sont pas si proches. Il le prévient que s'il mêle son nom à quoi que ce soit, il regrettera sa vie. Yang Sheng jure qu'il ne ferait jamais une chose pareille et lui promet de toujours lui être fidèle. Notre garçon appelle alors Lingé et dit qu'il est temps de partir. Mais avant de partir, il dit à Shen Qing qu'il sera averti le moment venu en regardant les 2 feuilles. Shen Qing se soigne, promettant de s'assurer de lui rendre l'appareil à l'avenir. Peu après, il reste quelques minutes avec ce satané PNJ, qui parle d'accepter sa demande en mariage. Il lui hurle dessus en disant qu'elle n'est pas seulement un PNJ composé d'un tas de dossiers, mais aussi une enfant. Alors, elle ferait mieux d'arrêter de dire des bêtises et de disparaître de sa vue. Mais elle s'emporte et le mord au cou. Il la repousse en se demandant qui a bien pu créer ce personnage déjanté. Il lui dit alors de filer, car il veut vérifier le butin. Il a notamment reçu un pantalon de loup blanc. Tant que sa santé est pleine, sa vitesse de déplacement est augmentée de 100%. Dès qu'il assimile l'objet, il se sent immédiatement assez rapide pour voler. De plus, il a reçu des griffes de loup, une arme de classe assassin. Il a aussi obtenu une peau de loup blanc, un objet rare. Il sait qu'elle sert à accomplir une mission et semble très précieuse. En plus de tout cela, il a gagné la capacité d'invoquer des compagnons loups. Pour eux ou quelqu'un qui joue en solo, c'était parfait. Donc, s'il la prend tout de suite, le reste du butin comprend des cristaux d'or et des consommables. Pendant ce temps, la chère dame gluante se demande pourquoi ils ne sont pas encore revenus. Elle se plaint que c'est la faute du chef du village d'avoir laissé un enfant avec un homme. Mais soudain, elle remarque quelque chose et, regardant sur le côté, constate leur retour. Lingé accourt et serre son jambon dans ses bras, affirmant qu'elle était protégée par notre garçon. Shen Qing lance la peau de loup en disant, c'est ici qu'elle a demandé le chef, sourit et dit qu'elle n'aurait jamais cru qu'il en serait capable. Il n'est clairement pas une personne ordinaire. Elle s'énerve, prend une attitude chaleureuse et maladroite et dit que ce n'est pas grave. Elle sort un parchemin et explique que la zone est réservée au niveau 20 à 40. Il y mourrait donc probablement. Mais c'est aussi une excellente occasion, car la zone est vide, ce qui signifie qu'il pourrait farmer seul. Il attrape simplement le parchemin et lui dit de ne pas s'inquiéter. Lingé demande s'il part déjà. Notre garçon demande si elle compte continuer à le suivre. À ce moment-là,
sa mère la saisit et lui dit d'arrêter de parler à sa fille comme ça. Pendant ce temps, la fille proteste, disant qu'elle veut l'accompagner. Lady Go se retourne et lui dit que puisqu'il a la carte, il ferait aussi bien de partir maintenant. Il répond qu'il n'a obtenu la carte qu'en échange d'un objet extrêmement rare. Il se sent donc floué. Le chef l'accuse d'essayer d'abuser d'elle. Shen King dit savoir que les gens comme elle ont besoin d'un peu de pression. Il lève le doigt, créant une lumière dorée, et demande si c'est vraiment une récompense qu'il mérite. Elle répond qu'il peut garder la compétence et il la remercie, affirmant que maintenant c'est logique. C'était une compétence épique pour une attaque puissante. Il pouvait charger l'attaque pendant 7 secondes pour infliger un maximum de dégâts sur une portée bien plus grande. Il célèbre, disant qu'il a toujours su qu'elle cachait un trésor. La scène suivante le montre décochant une flèche dorée, traversant la moitié de la mer. Il est impressionné par la portée accrue de ses capacités. Il remercie ensuite le chef et annonce à Lingard qu'il s'en va. Il lui adresse un petit sourire et lui dit de grandir. Il active son boost de vitesse et s'enfuit. La pauvre fille crie qu'il n'a pas de cœur. Dans la scène suivante, il se tient devant une mer appelée la banlieue. Il sort le parchemin et quelque chose apparaît au sol. Soudain, une ville entière se forme. Le parchemin s'avère puissant. Il reconnaît cette ville comme étant roi et sait qu'elle regorge de bonnes choses. Dans sa vie précédente, il avait commencé tard et passé beaucoup de temps à tuer des vaches. Lorsqu'il atteignit la ville, il ne restait plus ni quête ni objets intéressants. Mais le plus important, c'est qu'au niveau 40, la ville vous confie la mission de ramener des attributs dans le monde réel. Une fois ce niveau atteint, Time Kai souffrira 2 fois plus. Mais avant de s'y rendre, il est temps de vider son inventaire. Il se dirige vers l'hôtel des ventes où plusieurs employés aux oreilles de lapin travaillent d'arrache-pied. En se promenant, il remarque que le jeu est aussi bondé que dans sa vie passée. Une bunny girl en pleine forme s'approche et lui demande s'il est là pour vendre quelque chose aux enchères. Elle lui indique une table et lui explique qu'ils prendront 10% de la valeur de tout ce qu'il vend. Elle lui demande s'il veut que son nom figure sur les objets qu'il met aux enchères, mais il refuse, préférant rester anonyme. Alors qu'il s'approche de la scène, quelqu'un annonce l'arrivée de l'objet 188. Apparemment, une fille monte sur scène. À en juger par la réaction du gars, elle est tout simplement spectaculaire. Comme prévu, elle ne coulerait pas même en tentant un battement d'aile naturel. Le gars sur scène plaisante en disant qu'il y a un enjeu énorme. Le commissaire-priseur révèle qu'il s'agit d'une bague en bronze qui ajoute 10 points de chance. Elle augmente également le taux de chute de 5% et augmente les gains de 5%. La foule semble peu impressionnée, tandis qu'une femme réprimande un gars pour avoir fixé la fille. Shen King, cependant, sait que cet objet peut être en or ou en diamant, ce qui le rend extrêmement précieux. Les gens commencent à enchérir, tandis que Shen King pense que ce serait parfait pour rehausser la qualité de l'objet. Le commissaire-priseur demande si quelqu'un enchérira plus de 30 pièces, et notre garçon lève la main pour offrir une pièce d'or. La foule est perplexe, se demandant pourquoi il offre autant pour un objet en bronze. Mais quelqu'un à côté de lui enchérit 10 pièces d'or. Le chaos s'installe, tout le monde se prenant pour une folie. L'enchérisseur, désemparé, sourit à notre garçon. Shen King trouve étrange que l'homme semble connaître la valeur de l'objet, mais pour lui, ce serait trop parfait pour son talent, alors il augmente l'enchère à 30 pièces d'or. L'autre homme ne l'avait pas vu venir. Il prend son courage à 2 mains et la porte à 50 pièces d'or. Le commissaire-priseur plaisante sur l'exigence de ses clients. L'homme au chapeau dit à notre garçon d'abandonner, car en matière d'argent, il ne perd jamais. Mais c'est alors que Shen King lève à nouveau la main et le garçon est stupéfait. Il voit que Shen King a enchéri 100 pièces d'or. Le silence retombe. Le commissaire-priseur déclare impossible de surenchérir davantage. Il compte à rebours. Une fois, 2 fois, puis la 3e fois, l'objet est vendu. Le marteau frappe et notre garçon acquiert l'anneau de cupidité. Il ne lui reste plus qu'à attendre 8 heures pour utiliser la compétence d'évolution,
ce qui lui assurera de nombreux autres objets à l'avenir. L'homme au chapeau remarque que notre garçon est plutôt audacieux, mais il le prévient de ne pas oublier cela. Finalement, il s'en va. Pendant ce temps, Shen King se demande si ce type ne cherche pas à se venger. C'est alors que quelqu'un le gifle et le qualifie de beau gosse. C'est le ballon ambulant, qui dit que ce soir il appartient à Hila. Trop innocent ou juste Sigma, il demande ce que cela signifie. Le flotteur humain dit que s'il dépense autant pour l'anneau, c'est qu'il veut aussi Hila en cadeau. Apparemment, c'est une particularité de la vente aux enchères dont il n'était pas au courant. Elle pose la main sur sa poitrine et lui dit de ne pas s'inquiéter. Même si ce n'est qu'une expérience de jeu, ce sera quand même mieux que la réalité. Ici, il n'aurait pas à s'inquiéter de quoi que ce soit. Shen King commence à se demander si l'homme au chapeau ne savait rien de la bague et s'il était juste après cet événement intense. Il repousse Hila et dit que même si elle n'est pas mal, elle pourra le suivre plus tard. Elle le caresse et dit qu'elle a hâte de vivre cette expérience. Mais son expression change lorsqu'un homme apparaît derrière notre garçon et l'interpelle. L'homme dit que Shen King a de bons objets et lui demande s'il veut y jeter un œil. Shen King se retourne et lui dit de les lui montrer. L'homme pense que Shen King a été assez stupide pour dépenser 100 pièces d'or pour un objet de pacotille. Il sera sûrement facile d'en tirer profit. Bien sûr, l'homme présente une pile d'objets en bronze affreux. Shen King se demande comment il a le culot de proposer de telles ordures. L'homme demande lesquels il va prendre et Shen King répond simplement, aucun. Ce sont tous des déchets. Le vendeur s'énerve, affirmant que Shen King n'a aucun sens de la qualité. Il l'attrape par le col, lui disant qu'il va devoir lui donner une leçon. Soit il achète quelque chose, soit il se fait tabasser. Mais son expression change lorsque Shen King lui demande s'il est vraiment si pressé de mourir. C'est alors que le ballon ambulant intervient, ordonnant à l'homme de partir et l'avertissant que la sécurité le surveille. Elle lui rappelle que négocier dans la salle des ventes est interdit. L'équipe de sécurité ressemble à un mégazord sous stéroïdes. L'homme s'enfuit aussitôt, les traitant tous d'idiots. Shen King ne l'a pas tué en sachant que cela lui vaudrait une exclusion de la salle des ventes. Il se tourne alors vers le ballon ambulant et lui demande si, maintenant que vous avez acheté la bague, elle fera ce qu'il veut. Elle lui dit de ne pas être aussi direct, mais d'une certaine manière, il n'a qu'à demander. Il lui demande de gérer l'argent qu'il gagnera en vendant des armes aux enchères, estimant le total à au moins 800 pièces d'or. Déconcertée, elle lui demande s'il souhaite simplement qu'elle passe la nuit aux enchères. Il clarifie la situation, non, il souhaite en fait qu'elle utilise son physique pour vendre les objets plus chers afin de faire plus de profit. Elle est sous le choc, incapable de croire qu'il lui demande de rester coincé là. Mais ce qu'il promet de doubler sa part, elle lui demande quand ils se reverront. Il lui tourne simplement le dos et lui dit qu'il la retrouvera le moment venu. La jeune fille rougit, le trouvant beau, riche et sûr de lui. En parcourant les rues, il sait que l'achat de cette bague était parfait, car les objets de la ville de Roi sont rares et difficiles à obtenir. La dernière étape avant de s'y rendre est d'améliorer son équipement. Il entre dans sa boutique et trouve un artisan qui marmonne, se demandant quoi faire. Apparemment, l'homme a perdu son marteau et ne peut plus fonctionner sans. Shen King sort le marteau et demande s'il cherche ceci. L'homme, stupéfait, demande comment Shen King l'a trouvé et a su qu'il en avait besoin. Mais il le lève au ciel, reconnaissant, affirmant que c'est exactement ce dont il avait besoin. De toute évidence, il s'agissait d'une quête secrète. L'homme demande ce que Shen King souhaite améliorer, puisqu'il le fera gratuitement. Il s'agit d'un événement secret où rendre le marteau accorde une amélioration gratuite à n'importe quel objet. Shen King lui tend son arc et lui demande de le monter au maximum. Cette méthode est bien plus efficace que de tuer des monstres. Apparemment, l'objet est amélioré à son niveau maximum, et non à sa rareté maximale. Un artisan acquiesce, et 20 minutes plus tard, l'amélioration est terminée. Yang Cheng le remercie et demande à l'inspecter. L'artisan dit que l'arc est maintenant niveau 10 et coûterait 20 pièces d'or. Shen Cheng répond que le niveau 10 lui convient,
car il en achètera bientôt un meilleur de toute façon. L'instant d'après, nous sommes dans la forêt. La ville de Roi abrite des créatures jusqu'au niveau 60, ce qui la rend très dangereuse. Par mesure de sécurité, il décide d'attendre la fin du temps de recharge de sa compétence d'évolution avant de s'y rendre. Ce qu'il ignore, c'est que quelqu'un l'observe depuis les buissons. Soudain, une flèche vole vers lui et il semble sentir quelque chose. Il se retourne et la flèche lui frôle le visage. Il réalise qu'il a failli le toucher à la tête. L'homme dans l'ombre commente que Shen King est vraiment remarquable. Bien sûr, c'est l'homme au chapeau qui admet qu'il ne s'attendait pas à ce que Shen King esquive cela. Shen King lui répond que c'est un malentendu. Il voulait seulement l'objet, mais l'homme répond qu'il est trop tard. Shen King exige de savoir ce qu'il fait ici. L'homme siffle et toute l'équipe sort de l'ombre. Shen King remarque quelque chose d'inhabituel. Il capture le ballon ambulant. Il demande pourquoi ils ont fait cela et qu'elle avait encore du travail à faire pour lui. L'homme au chapeau dit que si Shen King a dépensé 100 pièces d'or, il doit en avoir bien plus à partager avec ses amis. La jeune fille s'excuse, expliquant que tout a été volé par ces hommes. Le vieil homme se moque de lui reprochant d'avoir été stupide de croire que, juste parce qu'il n'avait rien acheté, il ne prendrait pas son argent. Il donne un coup de pied à la jeune elfe, la traitant de déchet pour avoir ruiné ses plans. Puis il regarde Shen King et annonce qu'il se retrouve enfin. Shen King répond calmement qu'il peut tolérer qu'on le vole, mais qu'on ne permet à personne de maltraiter quelqu'un qui travaille pour lui. Le groupe se tait, le fixant du regard. L'homme prétend qu'il ne la frappe pas vraiment, mais qu'ils lui font juste un petit spectacle. Soudain, il jette la jeune fille au sol et semble l'attaquer à nouveau. La jeune fille crie de douleur, et il est clair que Shen King n'a pas apprécié. Des grésillements électriques se font entendre autour de lui tandis que l'homme regarde de côté, confus. Shen King prépare sa nouvelle attaque de cette seconde. Il déclare qu'il est temps pour les ordures de mourir, mais l'homme aux cheveux blancs charge, déterminé à ne pas lui laisser l'occasion d'utiliser ce coup. Il saute sur le dos de Shen King, mais étrangement, Shen King se déplace à son tour et atterrit derrière lui. La flèche transperce l'homme comme une fusée. Le protagoniste remarque simplement qu'il est beaucoup trop lent. Déconcerté, l'homme aux cheveux blancs se retourne pour regarder en arrière, mais s'effondre. Les deux autres, maintenant terrifiés, demandent comment il a pu faire ça à leur compagnon, mais Shen King claque des doigts et les pointe du doigt. Il semble déconcerté jusqu'à ce que soudain ses clones apparaissent. Des flèches fusent des deux côtés, les transperçant. Leur corps s'effondre sans vie au sol. L'homme au chapeau se met à applaudir, affirmant qu'il n'en attendait pas moins de quelqu'un d'aussi fort que Shen King.